Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On avait fait Windows Millennium, Windows XP, Windows Vista. On va refaire un retour en arrière avec cette fois-ci Windows 95. Donc vous allez voir, Windows 95, ça a été une petite révolution à l'époque, mais vous allez comprendre, c'est un peu façon Apple. Mais quand je dis façon Apple, c'est pas dans le bon sens du terme, vous allez comprendre pourquoi. On va continuer, on va faire l'installation ensemble. Donc du coup, on va faire configurer l'espace disque non alloué. Alors je précise que pour installer Windows 95, il faut du coup une disquette d'amorçage en premier. Et depuis la disquette, après vous lancez les commandes pour aller chercher l'exécutable et lancer le fichier qui est sur le CD. Ou alors vous avez les 17 disquettes d'installation fournies dans la version disquette de Windows 95, ce qui fait que vous allez pouvoir prendre 1000 ans. Alors, on a la prise en charge de lecteurs de plus de 512 mégas, effectivement. Alors je précise que c'est une version de base, c'est la version OSR2 française, c'est-à-dire que c'est pas la première version de Windows 95, c'est une des dernières versions qui soit sortie. Donc je vais faire, quand je vais vous montrer à la suite, vous allez voir, on va avoir des différences déjà par rapport à la première version. Alors oui, on va activer la prise en charge des grands disques. Install va redémarrer votre ordinateur maintenant. Vérifiez que le disque install Windows 95 est en lecteur A. Ouais, normalement c'est bon. Ouais, c'est bon. Formatage du lecteur C. 100% du lecteur, ça c'est bon. Prépare l'installation de Windows et patienter pendant que l'installation s'initialise. Appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer. Entrée, pardon. Faire entrer. Alors ça fait 1 million d'années que j'ai pas installé Windows 95. Ah, c'est parti. Alors si vous voyez des bugs un petit peu sur les côtés, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment lié à l'interface. Donc du coup, contrat de l'utilisateur final, Microsoft, blablabla, on va faire oui. Installation de Windows, donc là il va d'abord collectionner les informations de l'ordinateur, copier les fichiers 95, ok. Alors vous vous rendez pas compte, mais moi la souris elle est pas fluide du tout. Alors ce qui était pas mal à l'époque, c'est qu'on pouvait choisir le répertoire d'installation, et je crois que c'était le cas jusqu'à Windows 98 ou 2000. C'est-à-dire que si je voulais, je pourrais l'installer par exemple dans un répertoire qui s'appelle, je sais pas moi, C2. Cochonou. Voilà, et ça pourrait fonctionner. Alors le mode d'installation. On a le mode par défaut, donc avec tout ce qu'il faut pour que l'ordinateur tourne. Personnalisé, on va pouvoir choisir. Compact ou portable, c'est justement c'est pour réduire en général un petit peu le poids de Windows. Bon, on fera le contexte un petit peu après, mais on va voir si ça marche ça, attendez. Est-ce que ça marche? Ah, il en veut pas. Bon, on va prendre une autre clé du coup. C'est pas grave, on va prendre une autre. Je vous fais une petite interlude. Voilà, du coup, on a pu passer l'écran de la clé. Alors, dans l'ordinateur, bon, bah, on va l'appeler Windows 95, hein, tant qu'à faire. Voilà. Organisation, on s'en fiche. Analyse votre ordinateur. Détecter les périphériques installés. Vous pouvez faire. Oui, on va faire suivant, on va faire par défaut. Analyse votre ordinateur. Carte réseau, papapam. On va tout prendre, hein. Faire suivant. Donc là, il va analyser. Alors, l'installation, normalement, est assez longue, mais comme on est évidemment sur une configuration actuelle, ça va prendre beaucoup moins de temps. Mais une installation moyenne de Windows 95 à l'époque, c'était une bonne demi-heure, à peu près. Ça a été le cas de toute façon pendant très longtemps, la moyenne de la demi-heure d'installation. Et même pour les Windows actuels, on est dans la demi-heure aussi. Il y a que les Linux qui mettent beaucoup moins de temps, et encore, ça dépend comment on s'y prend, mais ça peut prendre des fois 5 minutes à peine d'installer un Linux. Mais bon, là, on est en 95, donc vous doutez bien que c'était pas encore ultra optimisé, et puis on avait aussi le temps d'accès disque, le temps d'accès via les disquettes, via le CD-ROM. En 95, on devait avoir des lecteurs 5X à tout péter. Donc bah, ça prenait pas mal de temps, et en plus là je fais des analyses des périphériques, donc c'est pour ça. Mais donc Windows 95, qui était la révolution pour Windows, pourquoi la révolution?
Tout simplement parce qu'on est arrivé sur un noyau qui va être un noyau hybride de 16 bits, 32 bits, à l'inverse des Windows 3.1, 3.11. Pas 3.5, puisque le 3.5 est une version branche NT qui, je crois, est en 32, si je dis pas de bêtises. Je crois que d'ailleurs NT est en 32 quoi qu'il arrive. Alors, on peut prendre Microsoft Exchange, on peut prendre le fax, on va peut-être tout cocher. Comme ça, on moindra tout, alors on va faire suivant. Vous voyez quand même, je vous montre quand même. Espace nécessaire pour l'installation, 178 mégas. C'est vraiment très très faible, hein. C'est vraiment très très faible. Un Windows XP prenait, je crois, prenait quasiment 1 giga. Un Windows Millennium prenait 400-500. Il en est à 178. Et en plus, on a une version OSR2 où il y a des choses qui ont été sélectionnées, enfin par défaut, du web, un peu mieux. Alors, les composants réseau seront installés. Alors, on va ajouter protocole. Je vous montre un petit peu, hein. On va prendre le TCP/IP. Je sais pas qu'est-ce qu'on va prendre. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on va prendre. Mais bon, en gros, voilà. Vous pouvez installer à la main. Annuler, je vais faire annuler. Voilà. Bizarrement, il suffit que j'annule et tout se met. Ou alors on va continuer. Nom du groupe de travail, bah, c'était Workgroup par défaut. Description ordinateur Windows 95, c'est bon. Donc voilà, on aura l'affichage en VGA, clavier étendu. Ça c'est par défaut. Par suivant. Je veux une disquette de démarrage recommandée. S'il n'est pas bien installé, non, je veux pas de disquette de démarrage. On va faire suivant. Plus facile. Je voulais, alors c'est très rapide, mais regardez les petites icônes sur les côtés, c'était vraiment typique de 1995. On avait vraiment toute cette partie un petit peu isométrique 3D dans chaque affichage. C'était quand même plutôt bien fait. C'est une charte graphique qui a évolué depuis le temps, mais je trouve que ce qui était pas mal avec Windows 95, je crois qu'il faut que je retire le disque. Avec Windows 95, c'est que... attendez, on va faire ça. On va faire, attendez, hein, manage. On va enlever le disque. On va retirer Connect à Power On. Non. On va faire ça. Connect à Power On. Ok. Et on va faire... on va faire Restart. Oui. Alors, au niveau de la charte graphique, Windows 95, vraiment au taquet de cette mode un petit peu... alors, je sais pas ce qu'il veut dire. Pourquoi il me demande l'installation 95? Non, mais je veux pas installer Windows 95. Qu'est-ce que tu me fais, Power? Alors, Manage. Ah, je vous dis, c'est la bonne franquette, hein. Installez-vous, ça va prendre un petit peu de temps. Mais là, on est vraiment au plus bas niveau, en fait, d'une installation. C'est-à-dire que c'est comme si vous l'avez en direct chez vous, c'est-à-dire avec vos galères et tout, hein. Donc, on va faire Restart Guest, voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon, là? Merci. Premier démarrage, Windows 95. Induration, erreur de protection Windows, veuillez redémarrer votre ordinateur. Ça commence bien. Comment? Super bien. Ah oui, je crois savoir pourquoi. Alors, attendez. On va faire une pause, je vous retrouve après. Voilà, on est de retour sur Windows 95. Donc c'est bon, on a réussi à passer. Alors juste pour la petite explication, au cas où ça vous arriverait, en fait, il supporte pas un processeur aussi récent. Donc en gros, il va falloir lui injecter un patch via un lecteur de disquette pour pouvoir avoir ce support disponible. Donc là, c'est bon, on est au démarrage. Alors, normalement, on peut saisir un nom pour identifier ce Windows. Tapez pas si vous voulez dire. Alors, je crois que nom d'utilisateur, j'ai mis Windows 95, si je dis pas de bêtises. Définir un mot de passe. On peut faire un mot de passe, mais vous allez voir qu'on n'est pas obligé. C'était assez drôle à l'époque. Si je fais annuler, voilà. Vous voyez insérer Windows CD-ROM. Ok, on va installer donc le CD. Alors, power. On va mettre une nouvelle disque, CD-ROM, connect. Et on va faire OK. Voilà. Un fichier présent sur le système est plus récent que celui livré avec Windows 95. Il est conservé de... Voulez-vous garder ce fichier? Oui. Donc là, c'est bon. Donc là, il va installer un petit peu les périphériques.
Et voilà, il vous liste du coup tout ce qu'il va faire, donc les programmes, l'aide de Windows, les paramètres, fuseau horaire. Donc là, on va pouvoir régler le fuseau horaire. Bah, on est en Europe, donc on va valider ça. Pas de problème avec cette partie-là. Si j'arrive à bouger ma souris, donc on va faire fermer. Data, on est bon. Ensuite, on a la configuration Microsoft Exchange, mais je pense que ça sert à rien parce que on va pas se connecter à Exchange. Mais on peut du coup se connecter directement à la messagerie. Et vous déjà utilisé Microsoft Exchange? Non. On va faire suivant. Microsoft Mail, j'en ai pas. On va faire annuler, c'est pas grave. Ouais, on fera ça plus tard. Normalement, c'est bon, voilà. Vous devez installer une imprimante avant de pouvoir imprimer à partir de Windows. Cet assistant vous aidera à installer votre imprimante. C'est pas mal parce que dans les nouveaux Windows, quand vous installez Windows, bon, il vous met les périphériques, etc. Mais il vous demande pas si vous voulez installer tel ou tel truc. Là, il vous le propose. Bon, après, à l'époque, c'était beaucoup plus manuel. Et oui, quand je parlais de ça, c'était cette partie un petit peu 3D isométrique, vraiment en pixel art, de chaque périphérique, chaque outil. Je trouvais que ça avait son charme. Alors maintenant, on n'a plus ça, évidemment. Il n'y a pas besoin d'imprimante, donc on va faire OK. Autre chose basique, mais à l'époque, il faut savoir que Windows 95 ne gérait pas l'arrêt système. Il fallait éteindre l'ordinateur à la main, c'est-à-dire quand on quittait, eh ben, il se passait rien, quoi. Il émettait le message, en gros, vous pouvez éteindre votre ordinateur, alors que maintenant c'est possible. C'est une grande nouveauté, on va faire OK. On va faire annuler, voilà. Et on est sur Windows 95. Voilà, enfin! J'espère que vous êtes contents. On va faire du coup suivant. Alors, les chaînes Internet Explorer 4. Alors, on va commencer directement. On va faire suivant si vous voulez. Voilà, il va installer Internet Explorer 4, le menu de communication, les composants multimédia. Donc j'expliquais, on est sur Windows 95 dans sa version OSR 2, donc une version qui est bien plus à jour que la toute première version. Et je vais vous expliquer un petit peu la différence avec la première version de base, que ici on a pas. Alors installation, regardez, Real Player de Progressive Network, ça c'était les plugins à l'époque du web pour pouvoir regarder des podcasts, enfin des trucs audio ou vidéo par internet. À une époque on était encore largement tous au 33 ou 56K. Autant vous dire que ça ramait à mort et que c'était incroyable de pouvoir regarder une vidéo d'une minute d'une bande-annonce d'un film sur un site quelconque. Alors, là il est en train de charger. Alors je précise qu'on tourne avec 64 mégas de RAM, donc c'est beaucoup pour l'époque. Pour Windows 95, 64 mots de RAM, c'est quand même pas mal. À l'époque, on pouvait faire tourner au minimum le système avec 8 mégas de RAM. Et 8 mégas de RAM, c'était déjà assez chaud. 16 Go c'était confort, 32 c'était royal, et 64 on est sur des configurations typiquement des années 98, 80, 99 quoi. Je réalisais peut-être pas, plutôt 98. Et du coup, bon là on a assez de RAM pour faire tourner le système. Je sais pas combien de temps il va mettre pour installer le Real Player Progressive Network. Je pense qu'on va pouvoir revenir en arrière et tout. Donc, du coup, ce qu'on va faire, je vais juste faire une petite modification. Ici, c'est au niveau de l'affichage pour vous, parce que ça va pas être agréable, hein, j'imagine. Donc on va faire aspect ratio correction non. Voilà. Du coup, là ça va pas, c'est normal, vous inquiétez pas. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir aussi. J'ai oublié de le faire en direct, malheureusement. Au top, on va pouvoir remettre un peu d'affichage. Voilà. Et au bottom aussi un petit peu, parce qu'il nous manque un peu la taille d'affichage. Voilà. Donc, Windows 95. Eh ben, il faut savoir qu'à l'époque, ce bureau-là, qui vous paraît totalement out of mode, excusez mon anglais approximatif, eh ben, c'était déjà pas mal pour l'époque. Pourquoi? Tout simplement. Parce que déjà, les gens, ils sortaient de Windows 3.1 avec un Windows 3.1 qui était en fait Windows 3.1, c'était à l'affichage, c'était ça. Voilà. Vous avez juste une icône. Alors je pense que organiser, on peut pas le faire. On peut pas le faire. Il n'y a pas d'option. Aligner les icônes, non.
On avait juste ça, on a juste un menu, et dans le menu, eh ben, on avait des icônes qui redonnaient sur d'autres icônes, etc. Et c'était ça le menu. On n'avait pas de barre, menu démarrer en bas, ça n'existait pas. On n'avait pas les icônes sur le bureau non plus. On avait quelques icônes en bas quand il y avait, sur les côtés, pour faire des raccourcis ici, on pouvait en mettre si on voulait. Mais ça s'arrêtait là, il n'y avait pas vraiment de desktop façon Apple comme on avait à l'époque. D'ailleurs, je sais pas si on peut le faire déjà. Est-ce qu'on peut... Ouais, on peut le faire, regardez. Sur Mac, c'était comme ça. La différence, c'est que bah, on n'avait pas la liste des applications qui étaient là. Je pense qu'il finira jamais. Mais c'est pas grave. On a ici du coup le menu démarrer qui est présent. Donc on va se remettre en bas, c'était pour faire la petite analogie avec Apple. On a le menu démarrer qui était la grosse nouveauté, puisqu'il permettait de répertorier automatiquement tous les programmes installés, et du coup bah, c'était organisé, on avait dans le programme, on avait tout qui était là, etc. Et ça, c'était pas une révolution. Bah non, on avait Mac à côté, les Macintosh, euh, qui étaient déjà avec leur barre en haut, avec leur système graphique, etc. Il n'y avait aucune nouveauté, hein. Les Atari, les Amiga avaient leur propre système, on avait les GMOS, etc., qui avaient ce genre de choses aussi. C'est une révolution pour les utilisateurs de Microsoft, qui du coup n'avaient pas ça. À l'époque, il y avait même beaucoup d'entreprises qui s'amusaient à vendre des programmes qui étaient juste un bureau qui ressemblait un peu à ça, on va dire, ou un système un petit peu différent, pour avoir un vrai bureau comme sur les Mac, etc. Et là, Microsoft, ils ont fait, bon, maintenant c'est bien gentil, on va faire notre propre système de menu démarrer avec une barre de tâches et tout, etc. Donc là, on est dans la version OSR2. Alors vous allez pourquoi on est dans la version OSR2? Alors là, on a de la chance, on n'est pas encore dans cette version. Mais en gros, il faut savoir qu'ici, dans la dernière version de Windows 95, il y a une barre qui est beaucoup plus complète dans les fenêtres qui permet d'avoir beaucoup plus d'options. Là, on est vraiment en mode minimal, c'est-à-dire que vraiment on n'a rien du tout. Normalement, si on clique là, on a toujours la possibilité de faire fermeture, dimension, déplacement, réduction. C'était une fonction, en fait, dans Windows 3.1, le bouton était ici. Et là, alors, ils ont rajouté sur Windows 95 d'options de réduction, d'augmentation et de fermeture de la fenêtre. C'était une des premières nouveautés au niveau de l'interface. Alors vous pouvez voir donc qu'on a accès au disque et que quand on ouvre un disque, eh ben, ça ouvre une fenêtre chaque fois dedans. Alors on va voir maintenant les options d'affichage de l'explorateur pour voir ce qu'on avait jusqu'à l'OSR2. Donc on va aller dans les options. Voilà. Donc là par exemple, si vous voulez, à l'époque ça se faisait beaucoup d'avoir ça, une fenêtre différence pour chaque dossier, mais là on va par exemple se mettre en mode un peu plus actuel, ce qui fait que quand je vais faire appliquer, vous allez voir, on va faire OK. Normalement, si j'ouvre quelque chose, voilà, on reste dans la même fenêtre, ce qui fait que c'est beaucoup plus pratique. Mais là, autre problème qu'on va rencontrer, c'est que bah, je fais comment pour revenir en arrière? Eh ben, je vais faire la touche retour arrière du clavier, tout simplement. Voilà, pour aller dessus. Je peux évidemment naviguer au clavier, avec entrée, tout ça, ça fonctionne. Vous voyez d'ailleurs, on a notre installation de Windows qui est là. Windows 95 qui est là. Ça, c'est le dossier que j'ai créé en amont, avec la disquette. Parce qu'avec la disquette d'amorçage, j'ai une sorte de menu, mini menu DOS, qui me permet d'explorer les lecteurs qui sont branchés, donc le lecteur CD, qui était le lecteur CD d'installation, ou ma disquette. Et depuis la disquette, je me suis amusé à créer sur la partition C un dossier Windows 95, et il est bien présent, donc ça a bien fonctionné. On a les programmes files comme d'habitude, si vous connaissez Windows, avec tous les outils qui sont dedans. On a Microsoft Chat d'ailleurs, on va aller le lancer. Entraîne les voix sur un an. Alors, conversation. Aller à la salle français chat. Impossible de trouver le serveur nommé comic et serveur Windows. Je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a marqué? T'aurais dû être là avec. Je sais pas ce que c'est ça. Très actuellement en production. Bon, il y a un truc de chat apparemment. Donc ça c'est pas mal. Bon, je pense que j'ai pas mis d'internet, hein, il n'y a rien du tout. Donc pour l'instant on peut pas aller sur internet. Puis de toute façon, aller sur internet avec Windows 95, à part si vous prenez des programmes type kernel ext pour augmenter la compatibilité avec des programmes plus récents, c'est même pas la peine d'y penser. Donc je reviens là-dessus. On a la barre d'outils, voilà, qui est disponible, qui permet d'avoir un peu plus de choses sur la fenêtre. Ça permet d'afficher un peu plus d'options. Et là, vous voyez déjà, bon, on a une arborescence. On voit à peu près ce que ça donne ici. Si je dis pas de bêtises, on peut changer le type d'affichage. Donc avec le plus grand, plus... Oula, par contre, là, c'est un peu bizarre parce que il n'y a pas tout qui est affiché. Voilà.
Bon, là on a tout qui est affiché. Et là on a le menu en mode liste, etc. que vous connaissez, qui existe toujours à l'heure actuelle, hein, même si c'est pas forcément affiché de la même manière, les styles d'affichage existent toujours. Évidemment, si vous faites un contrôle molette et tout, vous ne pouvez pas agrandir à la volée l'affichage, hein, ça reste comme ça. Là, on a quoi? On a les propriétés. Bon, si on clique dessus, si je fais propriété, on a la propriété document. Ça va pas trop bouger non plus. Ici, par exemple, on peut se connecter à un lecteur réseau, ce que je ne pourrais pas faire évidemment. On va revenir en arrière. Donc, on va aller sur le disque C. Oui, on en a la disquette, hein. Alors là, il va lire la disquette, je pense. Le périphérique n'est pas accessible. Bon, tant pis. On va aller sur le disque C. Auto-exé, commande, etc. D'ailleurs, dans l'auto-exé, on peut faire une édition normalement. Voilà. Et si on veut, on peut modifier les paramètres de boot. Démarrage, si je dis pas de bêtises. Voilà, netlog, programme. Je vous montre un petit peu les programmes qui étaient installés par défaut dans l'outil, évidemment. Est-ce qu'il a fini ou pas? Non, bon, on va quitter, hein. On va quitter. Non, on ne voudra pas. Alors, on a aussi, si je dis pas de bêtises, regarde les fenêtres, propriétés. Voilà, on a les propriétés de la barre de tâches, du coup, qui permet d'être toujours visible ou de se rétracter automatiquement. Voilà, masque automatiquement, par exemple. On peut afficher les petites icônes dans le menu démarrer, ce qui fait qu'on a deux types d'affichage, ce qui fait que si je fais ça, là c'est en grand, là c'est en petit, ça permet d'avoir un peu moins de surface d'affichage. Je sens que c'est pareil en fait, c'est bizarre. Donc c'est la même chose. Bon, c'est pas grave, on va fermer ça. On peut choisir les programmes du menu démarrer, on peut les ajouter, etc. On va faire un petit tour. Je voulais vous montrer le gestionnaire de tâches qui est présent dans Windows 95. Voilà. Et ici, voilà à quoi il ressemble le gestionnaire de tâches. Alors, je ne peux pas bouger la fenêtre, hein. La fenêtre est totalement immouvable, inamovible. Pour voir qu'on a l'installation, je pense que ça doit être ça. On a le IE4 setup, le reste c'est Messi 4. On va faire fin de tâche. Et on a tout débloqué. Et regardez, l'installation Internet Explorer 4. Et vous allez voir potentiellement, alors là ce que je vous dis c'est peut-être pas le cas, mais ça va peut-être arriver. Normalement, le premier Windows 95 n'a pas Internet Explorer installé. Vous pouvez y installer de manière détournée Internet Explorer 1, Internet Explorer 2, etc. dans le 3. Mais avec l'OS R4, regardez, c'est magnifique. Regardez comment c'est magnifique avec l'Active Desktop qui s'est activé et tout. On pouvait du coup installer Internet Explorer en version 4 justement. Et ça rajoutait pas mal d'options parce qu'en fait, plus on avançait dans les années, plus Windows avait tendance à intégrer cette partie web avec Internet Explorer et donc tout était un petit peu relié ensemble. Et ça a été le cas jusqu'à Windows Vista et après au fur et à mesure ils se sont fait taper sur les doigts, ce qui fait qu'ils ont commencé à isoler Internet Explorer, j'arrête pas de taper sur mon micro, Internet Explorer et le reste. Et du coup, eh ben on a eu pendant beaucoup de moments un énorme lien avec Internet Explorer et tout le système. Donc là, ouais, l'Active Desktop est activé, ça c'est un truc, waouh, ça remonte. Et en plus, on a le Channel Guide ici. Alors ça, c'était aussi la mode, c'était d'intégrer le web partout. Typiquement, là, si je pouvais, information sur l'Active Desktop, bon, on n'aura rien et tout. Donc là, voilà, c'est l'Internet Explorer 4. Alors, n'espérez même pas aller sur quoi que ce soit. Ça va pas marcher dans le sens où j'ai pas de réseau. Et en plus, même sans parler de réseau. Alors l'affichage des couleurs est dégueulasse, c'est parce qu'on n'a pas les drivers avec toute la colorimétrie. Donc c'est normal. Si je fais propriété, je vous montre aussi ça après. Apparence, je crois que c'est dans la configuration. Vous voyez, on est en 16 couleurs. Il faudrait que j'installe les drivers pour Windows 95. Ce que je vous propose, je vais peut-être essayer de le faire. Et on se retrouve juste après. Si ça change rien, c'est que je n'aurais pas réussi. A tout de suite. Voilà, donc de retour après l'installation des drivers graphiques, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup mieux. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus, lisible. Alors attendez, comme d'habitude, je vais juste régler voilà, l'input, hein, vous avez compris. Voilà. Et hop. Donc je disais. Donc oui, c'était l'époque où il y avait, bah, vous pouvez le voir déjà ici, c'est du coup avec l'intégration d'Internet Explorer 4, on avait beaucoup d'options en plus, notamment bon, on avait un navigateur qui à l'époque était assez performant, parce qu'on va faire un petit aparté sur Internet Explorer, mais Internet Explorer, donc on va lancer d'ailleurs ici, connectez-vous! Alors je possède déjà une connexion à Internet, je ne souhaite pas la modifier, terminé, voilà, bon, il trouve pas le fichier. Internet Explorer que voici,
était à l'époque en concurrence avec Netscape. Il fallait bien que je parle de Netscape un jour ou un autre. Il faut savoir que quand l'Internet a démarré, a commencé à décoller, c'est à partir des années 93-94, et puis en Europe ça a suivi derrière, etc. Et à cette époque, il y avait quand même pas mal de navigateurs disponibles, hein. C'était un petit peu le balbutiement. On avait du Shello, on avait du Arachne pour MS-DOS, on avait l'IBM Browser, je sais plus comment ça s'appelle, on avait du Mosaic, NCSA Mosaic, qui d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, non, c'est pas marqué ici, bon, 40 bits supported, mais a été racheté d'une certaine manière par Netscape pour créer NCSA Mosaic. Euh, c'est devenu du coup, si je dis pas de bêtises, Netscape, avec Netscape 1, Netscape 2, Netscape 3. Et Netscape vendait ses logiciels pour accéder sur Internet dans la vibe justement de l'époque. Et c'était les leaders des navigateurs. C'est-à-dire que jusqu'à un moment, ils sont passés à 89-90% de part de marché, comme Internet Explorer un peu plus tard. Mais Microsoft, en voyant tout ça, là, s'est dit, non mais attendez, c'est pas possible. Attendez, nous, on est vendu sur tous les PC. Par contre, l'accès Internet, il faut que ce soit pas, ça passe par nous. Ça serait beaucoup mieux. On pourrait se faire voilà. Donc, ils se sont dit, bon, on va créer notre propre navigateur Internet. Oui, ça rend un petit peu mieux derrière les chaînes là. Notre propre navigateur Internet. Et du coup, ils ont intégré directement dans Microsoft Windows le navigateur Internet Explorer que je vous ai montré juste avant, qui est incapable de faire quoi que ce soit, hein, si je dis pas de bêtises. Je sais même pas si on peut accéder à quelque chose. Bon, on verra ça plus tard. Mais à l'époque, ce navigateur Internet Explorer était au top de la technologie. C'est-à-dire que par rapport à Netscape, déjà il était inclus avec, il était fondu dans Windows, ce qui fait que les gens. Alors, je vais vous montrer le nouveau explorateur par rapport à tout à l'heure. Regardez, voilà, le nouvel explorateur de Windows, grâce à Internet Explorer justement, c'est devenu ça. On a un affichage qui ressemble beaucoup plus au nouveau Windows jusqu'au Windows 2000. Alors évidemment, on va avoir plein d'options normalement. Si je fais dans affichage, option des dossiers peut-être, voilà. On a la personnalisée pour tous les paramètres. On a le mode classique, le mode web. Donc on va se mettre en paramètres. Affichage du contenu web sur mon bureau, utiliser le bureau Windows classique, tout ça c'est l'active desktop. Je pars dans tous les sens. On va finir juste avec cette partie. Et du coup, comme il était vendu avec et qu'en plus le concurrent Escape était payant, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils avaient déjà leur Internet Explorer, ils pouvaient déjà accéder à Internet. Et ben, ils ont tous adopté Internet Explorer, tout simplement. Et il faut savoir que jusqu'en l'année 2000, Internet Explorer 6, dans le niveau de ses standards, au niveau de ses options, de sa rapidité, etc., était un des meilleurs navigateurs avec Netscape et même Opera. C'était les meilleurs navigateurs. Après, ils ont été en position hégémonique de domination et ils ont complètement explosé le marché. Netscape a coulé. Jusqu'à coulé en 2008, mais bon, en gros, ils se sont fait racheter, bref, en 98, et voilà, par Huawei. Et Internet Explorer, du coup, a dominé pendant longtemps le marché, mais sans innover. Sans innover. C'est ça qu'on leur a, qui a été le plus critiqué. On ferme la page Internet Explorer, Netscape, tout ça. On va du coup se concentrer sur l'affichage, du coup, le nouvel explorateur qui est lié à ça. Donc là, on a l'affichage, voilà. Et comme vous pouvez voir, normalement, si je dis pas de bêtises, tout est changeable. On peut tout positionner. On peut faire ça. On peut mettre en dessous. On peut mettre le poste de travail là. Fichier en haut si je veux le déplacer, etc. Ça, c'était pas mal pour l'époque, hein. Tout était personnalisable. On pouvait donc modifier si je fais affichage comme une page web ou alors en mode normal. Enfin, là, c'est plutôt l'inverse du coup. Ensuite, on pouvait organiser les icônes, ça je vous l'ai montré. Le volet l'exploration, on avait l'historique, les chaînes, etc. Donc si je faisais sur le côté, regardez, on a un volet avec tout ce que j'ai dans le menu desktop ici, qui se reproduit dans le navigateur. Voilà. Alors là, par contre, c'est un retour dans le passé, hein. ZDNet est toujours là, les échos sont toujours là, Gaumont aussi. Mais évidemment, si je vais sur Zéro Informatique, ne peut pas, parce qu'on peut pas accéder au web. Donc on avait tout ça. Si je fais dans Options des dossiers, donc on était dessus, on a le mode classique. Je vais cliquer au mode classique. Donc si je fais appliquer, normalement, on s'en fiche, on va quitter. Voilà, je vais dans mes dossiers, bon, ça affiche toujours pareil. Ensuite,
option des dossiers. Dans l'affichage, on a ces menus-là qui sont toujours présents. Typiquement, vous pouvez utiliser Windows 11 et avoir ce genre d'affichage et ce paramétrage-là est toujours présent. Ces fichiers-là, ce menu-là, cet Windows-là est affiché. On peut lisser les polices de l'écran. Vous saviez qu'on pouvait lisser les polices de l'écran avant Windows XP? Ben, on pouvait déjà le faire. Alors je sais pas si ça va marcher. Je pense que ça va pas trop marcher. Masquer les icônes lorsque le bureau est affiché comme une page web, par exemple. Afficher le contenu de la fenêtre lors de mon déplacement. Ça, c'est pas mal. Parce qu'il faut savoir qu'avant, quand on déplaçait la fenêtre ici, qu'on la bougeait, on avait juste l'encart en pointillé de l'espace de la fenêtre qui était déplacé. Et dès qu'on relâchait, pouf, ça s'affichait entièrement. Là, on peut carrément tout afficher. Ensuite, on va aller dans l'option des dossiers encore. Donc là, on pouvait aussi masquer les extensions, normalement, ne pas afficher les fichiers cachés, afficher tous les dossiers. Bon, je vais faire afficher tous les dossiers. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les types de fichiers. Bon, ben là, on pouvait choisir pour telle extension sur qu'est-ce qu'on pouvait utiliser comme programme pour les ouvrir. Donc là, on va pas le faire, mais on pouvait le faire. Et normalement, si je dis pas de bêtises, on va agrandir ça. Il me semble... Voilà. Non, c'est pas là. Il me semble qu'on pouvait réduire cette taille d'affichage là. Barre d'outils. Étiquette texte. Voilà, si on a de l'étiquette texte, on a quelque chose qui est un peu plus petit. Si je fais barre d'adresse, je peux l'enlever. Bouton standard, je peux l'enlever si je veux aussi. Donc là, si je réactive étiquette texte, affichage, barre d'outils, bouton standard. Voilà, ça se réaffiche comme ça. Bon, évidemment, ça prend une surface assez énorme, mais bon, même pour l'époque, sachant qu'à l'époque, les résolutions des écrans, à peu près, c'était 640, 480 dans la moyenne, 800 par 600. On allait bien au-dessus, les écrans pouvaient aller bien au-dessus, mais il fallait que la carte graphique gère autant de taille d'affichage et surtout afficher les bonnes couleurs. Alors, je sais pas si au niveau des couleurs, d'ailleurs, on est bon. On est en 32 bits de couleurs. Je pourrais augmenter l'affichage. On va pas le faire, ça sert à rien, parce que de toute façon, vous verrez pas forcément plus clair. Montrer l'icône de paramètres dans la barre des tâches. On peut le faire, ça? Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait l'afficher ici. Donc ça, c'est un menu qu'on a eu jusqu'à Windows XP. Non, Windows Vista, pas Windows Vista. Donc on avait la possibilité d'afficher tout, de pouvoir changer les thèmes et tout. Alors là, on n'a pas la possibilité de changer de thème, tout simplement parce qu'on n'a pas installé Microsoft Plus, qui était un petit add-on qui permettait d'avoir plein de thèmes colorés avec le changement des icônes et tout. Donc on peut pas. On a les écrans de veille. Alors les écrans de veille, bon, je vais vous montrer l'écran de veille le plus mythique de l'époque. Donc là on a la boîte florissante 3D. Regardez. Ça, c'était mythique, ça. Ça, c'était le truc que tout le monde a vu à une époque. C'est un truc à rester planté pendant 2 heures devant son écran comme un débile, juste parce que le programme a planté. C'est pas grave. Juste parce qu'en fait c'était un truc random dans un labyrinthe 3D et du coup bah, ça affichait voilà, on se baladait comme ça en 3 dimensions. Mais c'était ouf pour l'époque, il faut imaginer, hein. Ça paraît débile maintenant, ça paraît moche, ça paraît totalement hors de contexte. À l'époque il y avait beaucoup... Pourquoi on utilisait les écrans de veille? C'est parce qu'on utilisait des écrans cathodiques, et les écrans cathodiques avaient une certaine... Au bout d'un moment, si vous restez trop longtemps sur une image fixe, c'est un peu comme le LED actuellement, de moins en moins parce que la technologie a bien évolué, mais si vous restez sur un écran fixe ou comme sur les plasmas, il va imprégner au fur et à mesure l'affichage des items sur l'écran. Ce qui fait que vous allez changer de fenêtre au bout d'un moment, ben vous allez avoir une certaine rémanence de l'ancienne fenêtre qui est toujours affichée. Et ça détruisait en fait les cellules au bout d'un moment. Pour les plasmas, je crois, enfin je sais plus sur quels écrans. Mais du coup, c'était pas bon. C'est comme si ça faisait un burning sur les écrans OLED. Du coup, bah, à l'époque, pour éviter ça, bah, il y avait un écran de veille qui s'affichait au bout d'un moment. Et ça permettait d'éviter justement d'afficher toujours les mêmes pixels de telle ou telle couleur pour que ça ne flingue pas les écrans. Alors on pouvait aussi, bah, du coup, quand on sortait, protéger par mot de passe, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sortait de veille, pouf, il demandait d'entrer son mot de passe. Ensuite, donc dans l'apparence, on a les boîtes ici, mais on avait plusieurs choix. Voilà, par exemple, si je veux, je peux faire le bleu, blanc, rouge, VGA, on a les thèmes de couleurs, etc. Lilas, jour pluvieux, etc. Standard Windows, donc c'est celui qu'on a actuellement, hein, si je refais appliquer, voilà, c'est ça. Éléments bureau, on pouvait tout personnaliser. Ça, typiquement, je peux toujours le faire sur Windows 11, grâce à des outils sur Internet qui ont modifié un peu le système, etc. C'est pour ça que beaucoup de gens me demandent dans les vidéos, mais attendez, mais pourquoi tu fais une vidéo sur l'émulateur et pourquoi tu es sur Windows 95?
Simplement parce que c'est un thème en fait que j'ai réussi à intégrer dans un Windows plus récent. Mais ça reste possible encore actuellement. Donc là, voilà, on pouvait s'amuser à personnaliser tout ça. Alors, des tempêtes VGA. Ouais, voilà, donc on a pas mal de thèmes de couleurs, rose, grande police. On peut aussi changer la taille d'affichage des trucs, ça c'était pas mal. Le mode prune, c'est quoi? Ça fait donc... Alors, problème, voilà, c'est que maintenant, pour afficher, c'est un peu compliqué. Ah, j'ai oublié d'en parler, mais regardez, on pouvait agrandir ou pas la barre de tâches. On pouvait la réduire. On pouvait normalement la verrouiller, mais je sais pas si on peut le faire là. Masque automatiquement. Non, on peut toujours pas la verrouiller, la barre de tâches, par contre. Là, il faudra attendre un peu plus tard. Voilà, voilà. Bon, après, il faut aimer les couleurs, etc. Hein, chacun fait ce qu'il veut. On a le désert, je crois que c'est un peu vert, voilà. Je suis en bleu-vert. On va l'afficher comme ça, tiens, pourquoi pas. Euh, donc, on avait une personnalisation qui était quand même assez complète. On pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. Et évidemment, les fonds d'écran. Alors là, on est en mode motif. Donc, par exemple, on a un motif là. Je prends un motif croisé, écaille, etc. Je fais OK, et si je fais appliquer, bon ben voilà, on a tout un motif qui change derrière. Mais par exemple, là, c'était des motifs classiques. Si on affiche en mode mosaïque, voilà, ça donne par exemple les bulles derrière. On pouvait avoir l'Égypte, on pouvait avoir les ondes. Alors ça, c'est pourquoi il y avait ce genre de tile à l'époque. On va faire un centré. Ce genre de petits logos qui se multipliaient, bah, c'est simplement ça prenait moins de mémoire. C'était une petite image qui prenait pas beaucoup de place. Ça faisait une sorte de mosaïque géante et du coup ça s'affichait très bien sur tout l'écran et c'était très propre. Évidemment, ça a vieilli. C'est super vieux, ça paraît dégueulasse maintenant, mais c'était bien utile à l'époque d'avoir ça. Ensuite, donc on a là c'est l'écran par exemple du comment ça s'appelle de l'installation Windows 95 que vous avez brièvement vu tout à l'heure. J'ai essayé de faire une vidéo complète, c'est pour ça que j'ai commencé par l'installation. Donc voilà, on pouvait changer le fond d'écran, etc. Mais ça, c'était déjà possible dans Windows 3.1, 3. Même 3.0, même 2.0, je crois qu'on pouvait le faire. Là, par exemple, j'ai un écran Active Desktop parce que c'est une page web. C'est-à-dire que, par exemple, là, ce qui était énorme, je le dis énorme et je le redis, vous aviez une image, une page web. Par exemple, vous avez une page web, bon, je sais pas moi, d'actualiser. Vous pouviez la mettre en fond d'écran et en interagissant dessus, je crois. Je sais pas si on pouvait interagir, mais on pouvait faire ça. Et du coup, vous aviez la page. On va se mettre dérivé bleu, point d'aiguille. Je vais voir s'il y a un petit peu d'autres. Non, il n'y a rien d'autre. On a juste l'installation. Euh, et avoir le site web en fond qui tournait, se mettait à jour, etc. C'était incroyable. C'était trop bien. Alors, évidemment, ça sous-entendait toujours qu'on était à Internet, etc. Et comme à l'époque, souvent, c'était des connexions limitées en temps, bon, personne ne faisait ça, quoi. Allez, on passe un petit peu à la suite. Donc ça, c'était pour l'interface, hein, donc je vous ai un petit peu tout montré. Alors l'avantage du 95, je l'ai dit, c'est que c'est un noyau hybride 16 bits 1632. Donc on pouvait exécuter sur du MS-DOS, entre parenthèses, des applications de 32 bits. À l'époque, il y avait encore beaucoup de 16 et très peu de 32, puis ça arrive au fur et à mesure. On a une boîte de commande en MS-DOS, donc ça veut dire qu'on peut lancer des jeux MS-DOS, et ça c'était très important pour le faire à l'époque, sinon vous vous coupiez de 99% des applications sur le marché. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et on a gardé cette fonction, cette boîte de commande MS-DOS jusqu'à Windows Millennium, hein. Ça a duré une bonne décennie de plus, quoi. Enfin, en tout des années 80 au fin 90, quoi. Donc là, on peut accéder à tout. Donc, on avait ça, on avait Internet Explorer, j'en ai parlé, on pouvait aller sur le réseau, on pouvait avoir plusieurs sessions, évidemment, c'est-à-dire si on rentrait un pseudo différent, on avait une nouvelle session qui s'affichait, et du coup, on avait notre propre document, etc. On a une boîte de réception, on pouvait faire une boîte de réception Microsoft Mail pour avoir sa messagerie, ça c'était pas mal. Il n'y a aucun profil, voilà. Alors le son ne marche pas, je sais pas pourquoi, bon, j'aurais aimé vous faire écouter le bruit de Windows, tant pis, c'est pas grave. Les options de dossier, j'en ai parlé, l'imprimante, le PO de configuration aussi. Donc ça, c'est le PO de configuration donc, de l'époque, qui existe toujours, bah, qui a pratiquement disparu complètement maintenant. Dans les dernières versions de Windows 11, c'est totalement disparu. Donc on a accès à un peu tout, les options clavier, l'accessibilité. On peut ajouter donc des périphériques, des programmes, les options d'ATR, les paramètres régionaux, on l'a vu, les polices. On avait des polices intégrées. En parlant de police, d'ailleurs,
On a aussi enfin la possibilité de mettre plus de 8 caractères dans les noms de fichiers. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à l'époque, on avait souvent un nom de fichier avec une sorte de... J'appelle ça la tilde espagnole, le N avec la petite virgule dessus. Et pourquoi on avait ça? Tout simplement parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin que 8 caractères. Alors que maintenant, eh ben, on pouvait écrire 256 caractères. Et d'ailleurs, il y a un easter egg avec ce niveau-là. Si je dis pas de bêtises, si on écrit un document de texte avec écrit je sais pas quoi dedans et qu'on valide, il se passe quelque chose. Alors je pourrais vous montrer le truc, mais bon, en gros, il faut écrire une phrase de 256 caractères. Et quand vous validez, ça vous donne des crédits ou je sais pas quoi de Windows. Mais à l'époque, c'était super important. Parce que vous avez plein de documents administratifs, par exemple, qui s'appellent relevé de compte 92, relevé de compte 93, relevé de compte 94. Bon, eh ben relevé de compte 92-95. On va faire 8 caractères. Relevé de... Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Voilà, je suis bloqué, je ne peux pas aller plus loin. Si je vais plus loin, il va me faire ça. Alors, ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et si c'est relevé de compte 94, 95, 96, 98, ils s'appelleront tous comme ça. Du coup, c'était vraiment pas pratique. Donc maintenant, ben, on peut écrire, alors je vais faire F2, relevé, voilà, relevé de, c'est pas grave, relevé de compte 1992, ça fonctionne. Ça, c'était une nouveauté. Ça paraît bidon à l'heure actuelle, mais à l'époque, c'était une nouveauté et c'était trop trop bien. Alors, noyau 16 bits, 32 bits ou MS-DOS, pas de noyau NT. Donc, on n'est pas encore le même système que les futurs Windows NT4, les Windows 2000, Windows XP, etc. Donc, évidemment, on n'a pas la même stabilité. Windows 95 était pas très stable, mais c'était surtout lié au driver. Il n'y a pas de fonction plug and play, c'est-à-dire que vous branchez un appareil, eh ben vous installez le driver et puis vous redémarrez. Ça marchera pas tout de suite, il va falloir redémarrer. Qu'est-ce qui était pas fou Pas grand chose en fait. Là où je dis c'était une révolution, c'est surtout dans son interface par rapport aux anciens, par rapport à son noyau, par rapport au fait que plus tard, bon, il a commencé à s'intégrer dans le web. Mais le web, typiquement en 95, le moindre virus, jusqu'à même Windows 98 et Windows ME, il y a des virus qui tapaient au niveau hardware. C'est-à-dire vous preniez un virus dans un Windows comme ça, mais votre carte mère ou votre carte graphique ou peu importe, il pouvait la tuer. Il n'y avait pas de couche de protection matérielle contre les virus. C'était vraiment... enfin, c'était des balbutiements en même temps, c'était normal. Quand Windows est sorti, il commençait à être développé dans les années 93, puis 94, etc. Internet, pardon, c'était marginal. Regardez, on a la corbeille d'ailleurs aussi, qui nous permet du coup de soit récupérer, de restaurer, si on les a supprimés par mégarde, soit de supprimer entièrement voilà, les fichiers. C'est le genre de petit détail qui fait maintenant ça nous paraît nul, mais à l'époque tout n'était pas prévu, enfin ils ne pouvaient pas tout prévoir à ce niveau-là, quoi. Alors autre chose qu'Internet Explorer, décidément, que Windows 95 a permis, c'est l'arrivée de DirectX. Alors là je serais incapable de vous montrer, je crois, quoi que ce soit, à moins qu'on ait des jeux, même pas de jeux je crois. On n'a rien du tout, on n'a pas le moindre jeu. Si peut-être, multimédia. Internet, outils système. Non, on n'a rien du tout. Bon, il y a Paint, lol. C'était du coup le DirectX qui a commencé à faire son arrivée sur Windows et qui permettait du coup de faire tourner nativement des jeux qui utilisaient ce système-là. C'était pas trop mal pour l'époque, je serais incapable de vous dire exactement ce que ça changeait. À l'époque, je sais juste qu'on avait surtout de l'OpenGL, le Glide et le DirectX qui se battaient entre eux. L'OpenGL existe toujours, le DirectX aussi. Le Glide, c'était avec les cartes Voodoo, enfin les cartes 3D FX, qui avaient tendance à améliorer les graphismes de certains jeux, surtout en les lissant au niveau des textures et rajoutant quelques effets graphiques plutôt sympas. Je vous montre un petit peu tout ce qu'on a là. Donc, dans les multimédias par défaut, évidemment, hein, on pourrait installer le programme. Le lecteur multimédia, bon, ben, je vous le montre, il n'y a pas de Media Player. Donc, on avait ça. Je sais même pas si ça va marcher. Le périphérique ne peut pas le lire. Bon, parce que j'ai pas le driver audio. Malheureusement, je sais pas pourquoi le driver audio n'est pas passé.
Ma foi, c'est un peu dommage. Mais du coup, on pouvait lire les fichiers MIDI, les fichiers CD. Voilà, on pouvait aussi lire des vidéos MPEG, MPEG-1 ou les W, enfin les vidéos médias classiques. Donc c'est des formats de vidéos, on va dire, compressés, un peu dégueulasses, qui maintenant n'ont plus lieu d'être, mais qui à l'époque faisaient le taf, hein, sur des écrans comme ça passait bien. Ensuite, on a, voilà, quand on parlait, alors ça je vais rebondir sur un commentaire que j'ai lu ailleurs, sur une autre chaîne, qui disait ouais machin, les bloatware de Windows 11, Windows 10, blablabla, à l'époque il n'y en avait pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est gratuit, AOL Ethernet. Installation de Microsoft Network, CompuServe. C'est pas des bloatware en même temps ça? Bah si. Si, si. Alors vous allez dire c'est peut-être moins violent dans le sens où on parle pas de télémétrie, mais on parle là de d'outils qui sont préinstallés en même temps dans Windows, mais attendez, là c'est un CD, je veux dire, c'est même pas un Windows installé qu'on avait dans les magasins avec 1 million de programmes sur les côtés qui étaient rajoutés par les ayants droit. Là on avait du coup l'AOL et c'est gratuit. Ça permettait justement d'accéder directement à son abonnement AOL qui était le premier fournisseur à l'époque. L'installation de Microsoft Network, c'était pour accéder de manière plus facile via Windows à certains outils. Et CompuServe, bah, c'était à l'époque des CompuServe, c'était avant Internet, justement, c'était un autre système d'Internet. Un jour, il faudrait que je fasse une vidéo, je pense, au CompuServe, parce que c'était l'Internet avant Internet, en gros. Et du coup, bah, c'était présent dans Windows 95. Donc, quand on parle de bloatware sur les outils actuels, ouais, bah, ça existait déjà à l'époque. Voilà, je voulais vous montrer. En plus, on avait le Real Player dans les plugins pour Internet Explorer. Enfin, il y avait quand même quelques différences. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer un truc. Je sais pas si on l'a là. Non, on l'a pas. Mais ici, il y a une période, jusqu'à Internet Explorer 6, vous avez carrément une ligne ici qui s'affichait. Et il y avait par exemple, pour les utilisateurs de Netscape. Voilà, c'était pour expliquer les différences avec Netscape, si vous utilisez ce programme, etc. D'ailleurs, regardez aussi un petit détail, mais on a encodage, puissance de codage 40 bits supported. Il faut savoir que dans les suivants, on va aller jusqu'à 256 bits de cryptage, et ça a été après interdit, ce qui fait que les nouveaux navigateurs ont une puissance de cryptage qui est plus faible, justement pour permettre, si je dis pas de bêtises, l'accès au gouvernement, aux États, avoir accès à certaines choses qui ne sont pas censés avoir accès, parce qu'une clé 256 est super long à casser. Donc voilà. Donc voilà, donc ça c'était juste le petit aparté parce que j'étais sur Internet Explorer. Internet Explorer qui à l'époque gérait l'HTML, celui-là gère l'HTML4 ou 3.3 je crois. Et jusqu'à ce qu'on arrive à l'HTML5, il va falloir attendre Internet Explorer 11, si je dis pas de bêtises, ou 10, pour gérer l'HTML5. Donc voilà, donc je reviens un petit peu dans les paramètres. Je suis désolé, la vidéo longue en même temps, c'est Windows 95 quoi. Alors, ici on avait ça, on avait Imagine, qui permettait donc de faire du scan, si vous avez un scanner, et donc de scanner tout simplement depuis votre scanner. Je sais pas quoi rajouter de plus. C'est pas évident, mais bon. Bon, le bloc-notes, vous l'avez pendant 1000 ans, il est toujours là. Enfin, il est débuté là. On a quand même plus d'outils que sur Windows 3.1 de base, mais pas tant que ça. Il y a quand même énormément d'outils qui viennent de la version 3.1. La calculatrice, on l'a vu. On a donc Paint. Voilà, Paint. Je sais pas quoi dire de plus, c'est Paint, hein. Il n'y a pas beaucoup de différence avec les dernières versions, à part les versions à partir de Vista qui ont commencé un peu à changer. Dessiner opaque. Non, je sais pas si ça change quelque chose. Ok, donc là on a le zoom, afficher l'image, etc. Autre chose qui était marrante, si je dis pas de bêtises, il me semble. Non. Regardez les icônes. Il me semblait qu'il y avait la possibilité de changer les fenêtres d'un coup et de les empiler une à côté de l'autre. Je sais pas si ça marche toujours, je crois pas. Donc bon, voilà, on pouvait utiliser Paint, qui peut être un petit logiciel de dessin. Je ne vais pas vous faire un dessin justement sur le fonctionnement de Paint.
Autre chose qu'on avait, donc service en ligne, etc. Il faut savoir que quand Windows 95 est sorti, quasiment tout était compatible, mais il y a des jeux qui ne fonctionnaient pas en environnement graphique. Il fallait du coup passer en environnement MS-DOS pur, c'est-à-dire MS-DOS, je sais pas quelle version c'était sur celui-là, MS-DOS 4 peut-être. Euh, et du coup, bah, comment on faisait? Eh ben, on faisait arrêter et redémarrer en mode MS-DOS. Et redémarre en MS-DOS, ça a relancé donc le PC. Vous arrivez sur une fenêtre avant boîte de commande, et là vous pouvez lancer vos jeux comme sur les anciens Windows qui n'étaient pas compatibles avec l'environnement graphique. Donc ça c'était aussi possible de le faire, et ça sera possible de le faire jusqu'à Windows Millennium. Voilà, barre de commande exécutée. Je vais vous montrer un petit truc que j'adore faire. Ces deux points, vous allez voir comment faire planter Windows. À l'époque c'était pas trop compliqué. Enfin, pour peu qu'on arrivait à faire... Ah si, c'est bon. Regardez. Attention, vous êtes prêts? Voilà! Et ça a marché pendant des années, ce truc. Ça a marché pendant des années. Je crois que ça marchait encore jusqu'à Windows XP, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, en plus, je crois que c'est une erreur fatale, je peux même pas revenir. On va faire restart. On va restart là, s'il veut bien. Je crois que ça marche même pas, en fait. Voilà, je ne peux même pas fail to reset. Fail to reset. Attendez. On va faire ça. Je vais... on va faire exit. Power off. Je vais relancer complètement. Mais vous voyez la commande, du coup, le /phone/con, ça le fait complètement cracher, le Windows. Et il y avait aussi une autre solution pour faire cracher, et ça c'était sur Windows XP. Il fallait simplement mettre le... Wow. Il fallait simplement mettre le raccourci poste de travail dans la poubelle. Et si je dis pas de bêtises, ça fonctionnait. Et je crois que là j'ai complètement fait planter. Non, c'est bon? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah voilà, vous pouvez voir, comme vous ne pouvez ne pas voir du coup, parce que j'ai oublié de faire... voilà, j'ai oublié de faire ça. Il nous a mis le fond d'écran du coup qu'on a choisi en dernier. Et comme je disais tout à l'heure, bah, on n'est pas obligé de rentrer un mot de passe en fait. Faites annuler et directement on arrive sur la session quoi. C'est totalement con. Bon, du coup, je pense que la vidéo traîne trop. Qu'est-ce qu'on aurait oublié? Alors, on avait du coup, on l'a dit, si j'arrive à cliquer dessus, Outlook qui était présent. Donc parcourir la recherche d'un dossier, bon on va faire OK, voilà. On avait Outlook qui était présent, évidemment intégré avec Internet Explorer aussi. Et vous avez l'accès à la boîte de réception, etc. Donc je peux mettre un nom complet, faire... voilà, on va faire adresse mail. Pouf! Attendez, attendez. Est-ce qu'une vieille adresse mail pourrait marcher? Il va falloir une adresse en pop 3, puisqu'il ne gérait pas l'IMAP, puis je dis pas de bêtises. Mais non, mais en plus je connaîtrais même pas les vieilles adresses mail, j'en souviendrai pas. Mais bon, on va faire test test.com. Voilà, serveur pop 3. Pop3.test. Voilà. Voilà, serveur SMTP, smtp.test. Attends, on va rentrer ça. C'est juste pour arriver jusqu'au bout. C'est connecté en utilisant nom du compte test, mot de passe test. Voilà, voilà, connexion manuelle, connexion en utilisant un réseau LAN, voilà, suivant, terminé. Et donc là, si évidemment c'était bien configuré, on pouvait donc mettre à jour ces courriers et les recevoir. Voilà, les caractéristiques de Microsoft, l'ActiveX, etc. D'ailleurs, on parle de l'ActiveX, mais dans Internet Explorer, l'ActiveX, c'était un petit outil qui permettait, quand c'était compilé en ActiveX, de pouvoir mettre des modules sur l'Internet Explorer. C'est pour ça que dans les années les plus sombres de notre histoire, quand vous lanciez le navigateur, vous aviez 40 sous-barres, la barre ASC, la barre MSN, la barre Alta Vista, la barre Lycos qui était affichée, etc. Tout simplement parce qu'il s'installait via ActiveX. Et que si on faisait pas gaffe en allant sur le site, ben on faisait complètement envahir par ça.
C'était une mauvaise période. Voilà, donc ça j'en ai parlé. Qu'est-ce que je n'ai pas dit non plus? Oh, bah, on a le voisinage réseau, ce qui fait qu'on peut partager les fichiers sur le réseau. Ça c'est pas mal aussi. Alors la sécurité est minime, hein, mot de passe tout court, au pire. Réseau global, voilà. Là il n'y a pas de réseau, mais on pourrait faire ça. Qu'est-ce que j'aurais oublié avant qu'on a l'aide, effectivement. Alors ça c'est pareil, c'est un truc très bête, mais à l'époque, quand vous avez acheté un ordinateur et que vous n'avez pas votre petit pavé manuel pour savoir comment ça fonctionnait, eh bien, vous étiez super content d'avoir la partie aide de Windows, parce que voilà, présentation Internet Explorer, les nouveautés d'Internet Explorer, on n'est plus, ça permet de naviguer, blablabla, il expliquait tout. On peut avoir plein d'infos via du coup le menu aide. Et normalement, si on faisait rechercher, maximiser la capacité de recherche, terminé. Voilà, par exemple, vous tapiez, ça c'est pas vraiment acquis de conscience. Aide pour Windows. À quoi reconnaît-on les logiciels Microsoft non autorisés? Blablabla, blablabla, blablabla. Les produits, nanana, je sais pas ce qu'il dit, c'est juste savoir pourquoi il m'a affiché ça, je sais pas. Et on pouvait imprimer aussi. On pouvait imprimer la partie aide. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai dit une grande partie de ce que je souhaitais dire. On pouvait, voilà, effectivement, voir les anciens documents, nos documents qu'on avait là, les récents aussi, nos favoris, quand on avait accès à des sites web, on pouvait les mettre en favoris, c'était pas mal. Parce que comme je rappelle, c'était un petit peu limité le temps qu'on avait sur Internet, donc en général, les gens, limite, faisaient des aspirateurs, aspiraient les sites pour les avoir en hors ligne, ce qui fait qu'ils pouvaient les consulter derrière sans être connecté à Internet. Ça, c'était très utilisé à l'époque, même si effectivement le téléchargement était très lent, mais les sites web étaient aussi très légers en conséquence, même s'il y avait des gifs partout. On a Frontpage Express, alors ça, je sais pas ce que c'est. La Frontpage Express qui était fournie. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On peut insérer une vidéo, une image. Alors à partir du fil. Le problème c'est qu'on n'a pas d'image. Multimedia file. Interactive musique. On n'a pas d'image sur le Windows, il faudrait dans ces médias, je crois. Insertion, attendez, on va quand même faire insertion. Image, je vais aller jusqu'au bout de la blague. Image clipart. On n'a aucune image clipart, donc pour le moment, on peut rien faire. Les images clipart, ça c'est pareil, ça, c'est un truc ultra connu à l'époque, mais pourquoi on avait des images clipart? Il y avait carrément des logiciels on installait, enfin qu'on avait acheté à la Fnac par exemple, avec 2000 clipart. À quoi servaient les cliparts? Bah, c'était des banques d'images qu'on pouvait récupérer. Et du coup, bah, quand on faisait des mises en page, etc., on utilisait ces cliparts. C'était une façon à nous de... C'était le Google Images, hein, si vous préférez, quand vous voulez agrémenter vos dossiers. Eh ben, vous aviez ça. Si je dis pas de bêtises, c'est dans Médias. Ouais, il me semble, hein. Non, il n'y a rien. Je sais pas où il y a le... Ou dans Web, peut-être. Bon, imaginons, hein. Voilà, TF1, voilà. TF1. Bijour. IF1. Voilà. Eh bien, on pouvait mettre ça en page, l'imprimer, faire ce qu'on voulait. On pouvait rajouter des modules. Regardez ici, par exemple, si je fais ça, je peux faire une case cochable. Voilà, on, vérifier, on va faire OK, tac, on pouvait l'intégrer. Bref, c'est front de page. Je sais pas quoi dire de plus. On peut changer la couleur. Voilà, on peut écrire comme ça en orange. C'est une sorte de petit éditeur, un peu plus puissant que le Notepad. On peut faire un tableau si on veut, avec par exemple 2 sur 2, voilà. Donc 1, 2, voilà pour front de page. On va pas sauvegarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Enregistrement hyperterminal, numéro de taf. Oui, ça c'était pas mal aussi. On pouvait du coup s'envoyer des fax. Il y avait aussi des petits logiciels qui permettaient d'avoir le Minitel sur le PC aussi. Donc ça c'est pas le cas, mais on pouvait aussi avoir ça. Parce qu'en France on utilisait encore le Minitel. Ah, chose aussi incroyable, le défragmenteur de disque. Alors attention, ça je vais pas le faire. Quoi que je pourrais en vrai, mais bon. Le défragmenteur de disque, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai envie de faire OK. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. On va pas le finir parce que défragmenter. Là, je suis sur un SSD, je suis pas sur un disque plateau, mais il faut absolument pas défragmenter des SSD. Jamais, never, ne faites jamais ça, ça ne sert à rien. Et en plus, ça bousille les SSD. Bref. À l'époque, jusque dans les années 2000, jusqu'à Windows XP, Windows Vista,
on avait l'option pour défragmenter le lecteur. Ça servait à quoi? Et on va s'arrêter là-dessus parce qu'on est quasiment 1 heure de vidéo. Ça servait à quoi? En fait, ça servait quand à chaque fois qu'il y avait écriture, réécriture de le système de fichiers, etc., ça se positionnait à différents endroits sur le disque, sachant qu'il y avait des modifications qui étaient apportées tout le temps quand vous utilisez l'ordinateur. Du coup, il cherchait des blocs libres, il allait les positionner à tel ou tel endroit, ce qui fait qu'à la fin, au bout de plusieurs mois d'utilisation, tout était ralenti parce que tout était un petit peu fragmenté de partout. Et du coup, l'idée du déformateur de disque, c'était de tout réordonner sur le disque pour permettre un accès plus rapide aux données, puisque au lieu d'aller chercher un million d'endroits, il allait chercher à un seul endroit, et du coup ça allait beaucoup plus vite. Et du coup, on utilisait le défragmenteur de disque. Voilà. Et ça durait des plombs. Alors j'aurais voulu vous montrer la petite animation qu'il y avait avec, mais on pouvait voir tous les blocs en forme de carré qui, de haut en bas, défilaient jusqu'à arriver tout en bas, et une fois qu'arrivé tout en bas, ça réordonnait et c'était fait. Et le problème de Windows 95, 98, Millennium, Windows XP, etc., même Windows XP, attention, même Windows NT avait ce problème, c'est que c'était super long à faire, il fallait le faire régulièrement. Alors plus vous le faisiez régulièrement, plus c'était rapide, hein. Ça pouvait durer 2-3 minutes max. Si vous le faisiez pas sur un vieux PC pendant 8 mois, je peux vous dire que ça durait 1 heure. Donc c'était le truc qu'il fallait faire assez souvent. Bon, je pense qu'on a tout vu. Pas grand chose de plus à vous rajouter. Je refais une dernière fois un tour dans le point de configuration. 1 heure, c'est très bien pour présenter un système quand même. On a l'utilisateur, voilà ici. Point de configurer utilisateur. Voilà, tapez votre nom, FGH. Je peux lui mettre un mot de passe et quand je serai au login, je pourrai rentrer ce compte avec son mot de passe et avoir une session personnalisée. Ça, c'était pas mal. Bon, la souris aussi, alors ça, c'est très bête, mais on pouvait changer les options pointeur, la curseur animé, par exemple, tac. Ce qui fait que maintenant, toute cette partie-là, les deux, quand ça va charger, j'aurai un curseur animé. On a les standards Windows et aucun, ce qui fait qu'il n'y a aucun style. Les mouvements, le général, etc. Voilà. On a fait le tour, j'espère que ça vous a plu. Alors évidemment, je parle, il y a trop de choses à dire sur Windows, comme tous les Windows en fait, ont leurs particularités. Et puis en plus, on est vraiment sur un Windows qui a été la valeur étalon pendant au moins 5 à 6 voire 8 ans. Puisqu'après tout, c'est basé sur cette base-là, hein. Regardez votre Windows 11 ou Windows 10. Allez dans ces Windows, allez dans ces Windows 32, peut-être pas 32, mais vous allez encore retrouver des petits fichiers, petits exécutables qui datent de Windows 98 ou Windows 95. Voilà, pour vous dire à quel point c'est une base fondamentale Windows 95, et en plus ce Windows, j'en ai pas parlé, mais a fait un carton évidemment à son lancement, puis après il était vendu avec toutes les machines. C'est un Windows qui a été incroyablement bien vendu, qui a rapporté énormément d'argent à Microsoft. J'ai même pas parlé de IBM OS 2. Qu'est-ce que c'est IBM OS 2, le concurrent IBM? Avant, IBM et Microsoft étaient alliés pour la conception de ce Windows 95, codename Chicago avant. C'était censé être IBM avec Microsoft. Ils se sont séparés. L'un est parti dans son sens avec IBM OS 2, qui aura été un flop monumental, sauf pour les entreprises. Et l'un est parti dans le grand public qui a tout explosé, et c'est pour ça que Microsoft était totalement hégémonique, alors que IBM aurait dû normalement prendre une part justement de tout ce qu'il y avait dans Windows 95, enfin dans la suite des Windows. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Allez, on va s'arrêter là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. J'aurais bien voulu finir en vous montrant le truc d'arrêt, bon on va le faire, mais vous aurez malheureusement pas le son. Je vais faire arrêter, arrêter, le petit menu. Voilà, pendant l'arrêt de votre ordinateur, et ça, ce n'était pas possible avant, il fallait le faire à la main, comme je disais en début de vidéo. Ciao tout le monde!